mon ami Mark Fisher, je le connais depuis plus d'une vingtaine d'années. Imaginez-vous que je l'ai connu, il donnait des sessions d'écriture et moi, je voulais perfectionner mon écriture pour vous offrir de meilleurs reportages dans le cadre de l'émission JE à l'époque. Alors, j'ai suivi les sessions d'écriture de Marc et on est devenus amis. Et avant de le connaître comme ça, j'avais lu un de ses premiers livres de la série Le Millionnaire, Le golfeur et le millionnaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, ce livre-là. Pour moi, là, d'abord, ce n'est pas un livre sur le golf. C'est un livre philosophique. Et c'est un livre qui m'apprend énormément et que je relis de temps en temps comme livre de chevet, mais aussi j'en parle dans toutes mes conférences. Parce qu'il parle, entre autres, du double obscur. Et Marc, je vais te laisser continuer là-dessus parce que là, tu te souviens plus c'était qui le double obscur? Oui, je m'en souviens très bien. Il me suit constamment. Non, mais c'est vrai qu'on est chanceux de l'avoir et le décalage horaire te va à ravir. Oh. Et en rouge et le noir, comme chez Stendhal, donc on est choyé. C'est tout pensé chez Jocelyne, rien n'est laissé au hasard. Salon littéraire, habillé à la Stendhal. Et c'est vrai que ta région est extraordinaire. Moi, j'ai fait ta remarque hier ou avant-hier. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais pour nous, voir la marée basse, c'est un peu surprenant parce que c'est déjà le fleuve a déjà des allures marines. Pour venir au golfeur, il ne faut pas oublier de dire surtout que Jocelyne est une si bonne golfeuse que ça fait plusieurs années que je refuse de jouer avec elle pour ne pas me faire humilier sur un terrain de golf. Mais c'est vrai que le contenu philosophique est important et je pense que c'est ça qui fait que les gens... J'avais, à un moment donné, Isabelle Mercier, la joueuse de poker, me dit « Je vais absolument te rencontrer. » Marc est arrivé chez moi et le livre était estampillé, plein de post-it et souligné, et toutes les pages étaient soulignées. Ça m'avait vraiment touché. Elle m'a dit « Un joueur de poker, c'est comme un joueur de golf, c'est les mêmes principes. » Donc, c'est toujours touchant. Oui. Et pour les gens qui ne connaissent pas Mark Fisher, puis j'en ai rencontré quand même quelques-uns, c'est bien dommage, mais à partir d'aujourd'hui, vous voudrez le découvrir. Marc a écrit près de 40 livres. Hein? 65, en fait. 65 livres. Alors, tu vois, je suis en retard d'une trentaine. On s'est pas parlé depuis 2-3 ans. Et il a été traduit dans une vingtaine de langues. Il faut le faire. Et tout comme Félix Leclerc, il n'est pas prophète dans son pays. Et ça, c'est bien dommage. Est-ce que c'est pas un petit peu dommage quand même que tu sois souvent plus reconnu ailleurs que dans ta propre province? Oui, mais en même temps, j'ai quand même des lecteurs assez fidèles ici, mais on ne peut pas décider de notre fortune d'auteur ou de la fortune d'un ouvrage. Comme là, je reviens justement de Turquie où j'ai été traité, j'avais 6 gardes du corps. Ici, on n'a pas cru bon de m'en accorder, c'est correct. C'est moi ton garde du corps, Madame Pitbull. Et tu le gardes bien. Non, mais les gens, l'organisateur, il y avait 1000 personnes, il me dit personne ne sait que vous êtes ici et tout le monde pense que vous êtes mort. Je dis comment ça se fait? J'ai curieux. Ben, il dit parce que à la fin du millionnaire, le millionnaire meurt, puis les gens pensent que c'est vous. Alors quand je suis arrivé, j'avais l'air de ressusciter. Je ne sais pas pourquoi il y avait un garde du corps, pourquoi garder le corps d'un cadavre. Mais il y avait 1000 personnes aussi à ta conférence. Oui, c'était fou. Le matin, je pars à 8 h de ma chambre pour aller à la salle à manger, mais on est arrivé à 10h15, c'était déjà fermé parce que je me suis fait prendre en photo, j'ai signé des autographes pendant 2h15, c'était un peu remarque, c'est pas une vie que j'aimerais vivre de façon constante. J'aime le côté privé du romancier. Mais c'était amusant là-bas parce que on en a parlé tout à l'heure dans l'entrevue, moi je fais souvent des rêves prémonitoires, puis j'avais rêvé à 2 reprises que j'allais mourir le jour de ma fête. Donc, ça me tentait plus ou moins d'aller en Turquie parce que tout le monde m'avait prévenu que c'est dangereux. C'est sûr qu'il y a des soldats turcs qui sont en Syrie pour poursuivre les Kurdes. Donc, puis finalement, je me suis rendu compte que mon rêve, c'était que les gens croyaient que j'étais mort. Après ça, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, je vais quand même survivre à ma fête. Ce que j'ai trouvé sympathique. Oui. C'est bon. Alors, pour revenir à la thématique du golfeur, en fait, c'est une thématique qui se répète et qui se renouvelle parce que c'est quand même une série. La série du millionnaire, il n'y a pas que le golfeur et le millionnaire, il y a le millionnaire, le cadeau du millionnaire.
Mais peut-être que les gens qui ne savent pas qui est le millionnaire, qui est le golfeur, ce sont des romans, mais qui parlent de quoi exactement? Ben, c'est plus, peut-être plus des contes que des romans. En tout cas, Le Millionnaire, qui est le premier que j'ai fait dans la série, qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, qui est traduit maintenant dans une trentaine de langues, dont en Turquie, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 éditions, une officielle en arabe et 2 éditions pirates. Mais il était sympathique, ils me l'ont quand même dit, on vend l'édition pirate, ça nous coûte moins cher, en fait. C'est un voyage quand même assez intéressant. Et donc, c'est simplement l'histoire d'un vieux monsieur qui a fait fortune et puis qui rencontre un jeune homme qui est brillant mais qui ne réussit pas, et donc il donne des enseignements. J'ai écrit ça un peu en me rappelant, parce que jeune, j'ai étudié la philosophie, puis un de mes auteurs préférés, c'était Platon. Puis Platon, ben, c'est Socrate. Platon a en fait juste... et la méthode de Platon, c'est-à-dire la méthode de Socrate, c'est de poser des questions aux gens, un peu comme tu fais avec moi, pour essayer de découvrir la vérité, les aider à se réaliser. Donc, j'ai vécu ça rapidement en un mois. Des fois, c'est curieux. C'est pour ça, ici, j'ai dit hier ou avant-hier que tout ça, ce métier-là est merveilleux, parce que des fois, vous faites un livre, on ne sait pas comment... Ça m'a pris 2-3 ans avant de pouvoir le faire publier. Et tout le monde disait que c'était de la merde, que personne lirait ça. Même les grands éditeurs, c'est assez curieux. Donc, c'est pour ça que vous êtes ici, vous allez peut-être vendre 2, 3, 5 millions d'exemplaires. Donc, le livre Fifty Shades, le fameux best-seller un peu lu plus par des femmes qui désirent des expériences différentes, elle a publié un compte d'auteur en e-book. Puis elle a eu tellement de followers, de gens qui l'aimaient, que là, il y a un éditeur le prix. Donc, c'est un peu ça que je trouve magique. Et dans la série du millionnaire, pour faire un lien avec ta question, c'est toujours un peu ça que je mets. C'est une personne au départ qui a de la difficulté à réaliser ses rêves, qui rencontre le millionnaire, puis le millionnaire l'aide à s'épanouir comme dans le golfeur. J'ai eu l'idée au club de golf, je joue l'assistant pro, je le voyais frapper des balles. Puis à un moment donné, j'ai comme... Les auteurs, on est un petit peu médiums. Puis je me suis comme mis à sa place, je me disais, son rêve devait être... Tous les joueurs, leur rêve, c'est de devenir champion à la PGA, donc le circuit américain. Puis c'est comme ça que l'idée m'est venue. Donc, dès le premier chapitre, il rencontre le millionnaire qui... Et Marc, si tu me permets, moi, je trouve que dans ces livres du millionnaire, il y a de grandes leçons de vie. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Mais si tu permets, je vais juste vous réciter un petit paragraphe qui vraiment devrait être une leçon de vie pour chacun de nous. Pour devenir grand, un golfeur doit certes admirer la puissance de ses coups de départ, mais il doit aussi découvrir la beauté plus mystérieuse, plus imprévisible et plus secrète des coups roulés et des petits coups d'approche. Et c'est aussi pendant le coup de départ que la balle parcourt la plus grande distance dans les airs sans être soumise aux imperfections de la terre. Tandis que le coup roulé est le moins abstrait des coups, c'est celui qui est le plus soumis aux contingences terrestres. Sa trajectoire, par conséquent, est beaucoup plus improbable, imprévisible que celle du coup de départ qui voyage dans les airs avec une sorte de perfection abstraite. C'est bien, je me souviens pas du tout d'avoir écrit ça, mais c'est beau, hein? Oui, c'est pas si mal, mais ça fait drôle. Des fois, j'ai fait tellement de livres, je me souviens pas tout le temps comme en Turquie, il y a 2 femmes qui m'ont demandé, savez-vous combien de fois on a lu votre livre, Le Millionnaire? J'ai dit, je sais pas, 200 fois. Puis d'autres m'ont dit, ils l'avaient lu 100 fois parce que c'est une espèce d'association, puis le livre au programme, c'est Le Millionnaire. Les gars l'étudient, j'ai trouvé ça sympathique. Mais là, il me disait, au chapitre 7, paragraphe 6, vous dites telle chose, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je devais improviser la réponse parce que je ne me souvenais pas. C'est un peu curieux. Oui. Et évidemment, du millionnaire, on est passé à beaucoup d'autres livres. Il y a eu Le Psychiatre, moi, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et l'an dernier, d'ailleurs, c'est là qu'on s'est retrouvés. Après quelques années, tu as lancé ton livre Ménage à 4. Comme je dis souvent, ménage à 3, plaisir pour 2. Ménage à 4, alors là, c'est assez fascinant. C'est l'histoire d'une psychiatre et d'un éditeur. Oui. Et qui s'en vont tous les deux, mais qui ne se connaissent pas. Ils s'en vont en voyage d'affaires à Venise et ils se retrouvent dans l'avion.
et puis finalement à l'aéroport de Dorval. Et ça va être une histoire de passion, ça va être le coup de foudre. Peut-être nous en décrire un petit peu plus. C'est sûr. Évidemment, pourquoi ça s'appelle Ménage à quatre? Parce que les deux sont dans des relations déjà quand ils se rencontrent. Et les deux se sentent relativement heureux dans leur rencontre. Mais avant de se rencontrer, ils ont rencontré sans savoir la même diseuse de Bonaventure qui leur a annoncé qu'ils rencontreraient au cours d'un voyage de grand amour. Le livre commence avec cette prédiction-là qui est très détaillée et un peu mystérieuse. Parce que souvent, les médiums ou les voyants font une prédiction, mais le langage, souvent, est un peu soit ésotérique ou allégorique ou poétique. Et eux, les deux, se disent, ben non, elle dit n'importe quoi. Puis à un moment donné, la prédiction se réalise vraiment complètement. Puis à un moment donné aussi, les deux se rendent compte qu'ils ont rencontré la même diseuse de Bonaventure. En plus, j'ai mis... c'est tout aussi la culpabilité quand le coup de foudre est très fort, que les deux résistent parce qu'ils ont une vie amoureuse, c'est-à-dire ils ont une vie avec un conjoint qu'ils trouvent convenable. J'ai voulu décrire ça, puis en même temps aussi, ça se passe à Venise, en grande partie, puis c'est une des villes que j'aime le plus, où je suis allé 5 ou 6 fois. Donc, ça me permettait de retourner à Venise à bon compte en mettant... c'est presque un guide touristique de Venise déguisé. D'ailleurs, il y a des endroits qui se retrouvent dans ton livre qui sont des endroits qui existent vraiment, comme par exemple le Harris Bar, Danieli. Ce sont des endroits qui existent. Complètement. Oui, ce sont des... Aussi, au Danieli, ils descendent à la suite. Au siècle dernier, il y avait des grands artistes sont allés comme Balzac, Alfred de Musset, et eux descendent dans la suite Alfred de Musset, qui est la plus belle suite. C'est des suites qui coûtent 15 000 € par nuit ou 20 000 €. Puis aussi, ça permet, le Harris Bar existe. Le Harris Bar, le propriétaire, c'est lui qui a inventé les Bellini. Et aussi le carpaccio de bœuf, parce qu'à l'époque, il y avait une cliente, une marquise, qui ne pouvait pas manger de viande cuite. Alors, il a inventé pour elle le carpaccio. C'est lui qui a inventé la sauce universelle qu'on met sur le carpaccio. Et donc, je décris ça. Donc, on apprend... Je trouve ça amusant, moi, quand j'écris un roman, qu'en même temps, le lecteur puisse apprendre des choses sur un pays, sur une civilisation, sur une ville. Il y a tout un côté aussi... il y a le Venise célèbre qu'on connaît, comme justement le Danieli, le Harris Bar, puis un côté plus... le côté obscur, pour revenir à la partie... Le double obscur. Oui, exact. Marc, en terminant, là, tu as un dernier bébé, c'est le cas de le dire, et malheureusement, je ne l'ai pas lu parce que tu me l'as offert ce matin. Oui. La coiffeuse de Dieu attend un enfant. Oui. Avouez que c'est quand même intriguant. Hein? La coiffeuse de Dieu, comme si Dieu avait besoin de se faire coiffer. Et c'est la suite de La coiffeuse de Dieu. La coiffeuse de Dieu, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est abandonnée à sa naissance à la porte d'un couvent, est recueillie par les sœurs, et elle passe toutes les 18 premières années de sa vie au couvent. Elle ne lit pas les journaux, elle n'a jamais écouté la télé, elle est complètement innocente. Puis la veille du jour, elle va prendre le voile, il y a un ange qui apparaît et dit « Tu ne peux pas rester ici, ta mission est... et d'aller ailleurs. Puis elle, pendant le temps où elle était au couvent, elle a développé un don particulier. C'est elle qui s'occupe du jardin de la Sainte Vierge, puis il y a le statut de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge y parle et surtout répond aux questions que toutes les sœurs y posent. Et coiffeuse de Dieu, parce que c'est elle qui fait la tonsure, qui prépare les sœurs au moment qu'on le voit, les sœurs se font... et donc, elle se retrouve, quand elle part, elle se retrouve au village gay à Montréal. Et elle travaille dans un salon de coiffure, et dès qu'elle touche les cheveux de ses clientes, elle reçoit des messages de la Sainte Vierge. C'est un peu fou, là, d'où est venue cette idée-là. Peut-être un peu du départ de ma fille qui, quand elle m'a quitté, c'est un peu, ça m'a fait des peines énormes. Puis on dirait qu'à travers la coiffeuse de Dieu, c'est toute l'innocence et la pureté de quelqu'un qui entre dans la vie. Remarquez que ma fille ne vivait pas dans un couvent, mais quand même, quand tu sors du lit familial et tu affrontes le grand monde, des fois, c'est un peu différent. Et c'est une histoire curieuse parce que avant de le terminer, j'avais acheté des billets d'avion. Je fais ça parce que je ne veux jamais m'interrompre dans un livre par des vacances ou un voyage. Puis j'avais mal calculé mon coût, donc on est arrivé à Cancun, je n'avais pas fini le livre. Puis
une après-midi, ma femme, on était au bord de la piscine, elle a dit, je vais aller faire de la poterie avec les enfants. Puis là, pendant 2 heures, j'ai eu tout le plan complet du tome 3. Puis là, c'était une chose heureuse parce que ça m'a permis de finir différemment le tome 2 pour que ça marche avec le tome 3. Ça, c'est des hasards de... J'avais pas vu de cerveza. Et je sais pas, c'est bizarre. Ma femme, ensuite, quand elle a vu ça, elle dit « Ah, c'est formidable. » Elle dit « On va faire de l'argent avec ce livre-là. » Elle dit « Finalement, tu pourrais m'acheter le bracelet que j'ai vu dans la vitrine, dans la bijouterie. » Je le raconte d'ailleurs à la fin du livre. Finalement, j'ai été obligé de dire oui, sinon ça aurait été moins excitant, et pour elle et pour moi. Comme avait si bien écrit Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça a été un merveilleux rendez-vous ce matin avec toi, Marc. Merci. C'est bonne, hein? Hey, c'est la meilleure, hein? On a de la chance. Merci. Merci beaucoup.